on va voir le mécanisme d'action des hormones. Donc là, on va voir les récepteurs membranaires, les récepteurs intracellulaires. Donc là, c'est là pour la deuxième partie. Et on va voir une introduction, on va dire, aux affections endocriniennes. Parce que, c'est-à-dire, je ne vais pas détailler, je vais parler rapidement des affections endocriniennes, parce que pour chaque pathologie, vous allez la faire pour tel ou tel axe. Allez, mademoiselle, rapidement. Pour les mécanismes d'action, des hormones. Donc les voies de c'est ce qu'on appelle les voies de signalisation. Donc par exemple pour l'insuline, pour le glucagon, vous avez donc toujours on parle d'effet hyperglycémien, effet hypoglycémien, mais en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il y a une induction, donc vous allez voir cette notion, une induction de synthèse de telle protéine, une activation de telle protéine, etc. Donc c'est toute une voie de signalisation. Donc vous avez deux types de récepteurs qu'on va étudier. Les récepteurs membranaires pour les hormones hydrosolubles, les récepteurs intracellulaires pour les hormones liposolubles. Donc les récepteurs membranaires sont des protéines transmembranaires. Donc là vous voyez c'est un récepteur qui est ancré à la membrane. Leurs ligands par contre ils sont extracellulaires, c'est-à-dire l'hormone elle n'entre jamais à la cellule, elle sera fixée par votre récepteur. Et par contre la réponse elle est intracellulaire. Voilà, donc là c'est le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Donc là on prend le cas des hormones peptidiques, donc on prend par exemple la TSH, l'FSH, l'insuline, non l'insuline elle a un autre type de récepteur, le glucagon par exemple, le glucagon, donc leur récepteur il est membranaire, voilà, donc vous avez la fixation de l'hormone sur le récepteur. Ensuite il y a ce qu'on appelle la cascade de signalisation. Donc cette cascade de signalisation, elle commence par la production d'un second messager. Donc pour les récepteurs membranaires, on entend toujours parler d'un second messager. Un second messager, en quelque sorte, c'est l'équivalent du messager extracellulaire. Parce que le messager plutôt extracellulaire, il ne peut pas entrer, il va libérer un second messager, c'est lui qui va activer ce qu'on appelle les protéines effectrices et va entraîner la réponse cellulaire. Donc pour la cascade de signalisation, c'est un assemblage de plusieurs modules élémentaires entre le récepteur et les protéines qui concourent à la réponse cellulaire spécifique. Donc j'ai dit par exemple pour le glucagon c'est une hormone hyperglycémiante qui va agir sur les hormones de la synthèse du glycogène. C'est-à-dire je donne toujours des exemples pour que vous compreniez. Donc je prends le cas du glucagon, j'ai dit c'est une hormone hydrosoluble, elle est extracellulaire. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc stimuler la synthèse d'un second messager. Ensuite, vous avez plusieurs effecteurs. À la fin, le glucagon, qu'est-ce qu'il fait? Il va activer ou inhiber les protéines de la synthèse ou de la dégradation du glycogène. Est-ce que c'est clair? Donc là, vous avez ce qu'on appelle cette cascade de signalisation. Donc vous avez plusieurs étapes. Donc le récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît le ligand ou le signal. Ensuite, vous avez une transduction du signal, c'est-à-dire transfert de l'information vers un système assurant la réponse. Et à la fin, donc vous avez votre effecteur, c'est lui qui va exprimer la réponse cellulaire. Voilà, donc là c'est ce que je venais d'expliquer. Donc vous avez le ligand, ou bien l'hormone, elle se fixe sur un récepteur membranaire. Donc vous voyez, c'est un récepteur qui est ancré à la membrane. Ensuite, il va agir en réalité sur un effecteur primaire qui va libérer le second messager. Le second messager, par une succession donc de réactions ou de plusieurs étapes, il va agir sur l'effecteur secondaire. C'est lui qui génère la réponse, c'est-à-dire cellulaire.
Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la cascade de signalisation. Donc là, c'est juste pour comprendre. Donc imaginez que vous avez des ondes radio. Les ondes radio, c'est ça l'émission de signal. Ensuite, vous avez le radio qui va réceptionner, la radio plutôt, qui va réceptionner le signal, c'est-à-dire assurer la transduction. Et à la fin, vous aurez la réponse qui est, par exemple, du Coran ou bien de la musique. Est-ce que c'est clair? Ou là, une émission, etc. Qu'est-ce que c'est un second messager? Donc, un second messager, donc il y a plusieurs seconds messagers. Il y a l'AMP cyclique, il y a le GMP cyclique, c'est-à-dire plusieurs seconds messagers. C'est des petites molécules qui traduisent les signaux à l'intérieur de la cellule. Donc, en quelque sorte, pour le retenir, le second messager, c'est l'équivalent de votre messager extracellulaire, sauf que il est intracellulaire. Donc un second messager, c'est une petite molécule. C'est-à-dire, elle peut être synthétisée au niveau de la membrane ou la libérée au niveau de la membrane, mais par la suite, elle va exercer son effet au niveau du cytosol. Voilà. Et pour entraîner une réponse intracellulaire. Donc les récepteurs membranaires, il y a trois types. Il y a les récepteurs canaux, il y a les récepteurs couplés aux protéines G et les récepteurs enzymes. Les récepteurs couplés aux protéines G, donc comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est des récepteurs membranaires couplés à des protéines G. Les récepteurs enzymes, c'est le cas de l'insuline, c'est très connu, le récepteur de l'insuline, c'est un récepteur à activité enzymatique. C'est-à-dire c'est un récepteur et en même temps, il a une activité enzymatique. Parfois, c'est des récepteurs membranaires couplés à des enzymes. Et vous avez les récepteurs canaux. Généralement, c'est un récepteur associé en parallèle à un canal, par exemple, qui permettent l'introduction, l'entrée des ions, par exemple du chlore, les ions tels que le potassium, etc., le calcium, etc. Donc là, vous avez trois types de récepteurs membranes. Les récepteurs couplés aux protéines G, les récepteurs enzymes et les récepteurs canaux. Voilà les trois types de récepteurs. Donc vous avez les récepteurs, là le premier, c'est un récepteur protein linked receptor. Ah oui, le deuxième, donc c'est les récepteurs couplés aux protéines G. Le premier, c'est des récepteurs canaux. Et les troisièmes, c'est des récepteurs à activité enzymatique. Maintenant, avant d'étudier chaque récepteur, chaque type de récepteur, il est important de savoir le type de réponse qu'on va obtenir. Donc, on peut obtenir une réponse métabolique, une réponse transcriptionnelle et une réponse électrophysiologique. Donc, une réponse électrophysiologique par altération du potentiel membranaire. Donc là, c'est les récepteurs canaux et les récepteurs couplés aux protéines G. Donc là, vous avez, par exemple, je prends le cas des catécholamines, donc l'adrénaline, par exemple, qui stimule la contractilité myocardique. Donc elle stimule l'entrée du calcium au niveau du tissu myocardique. D'accord? Donc c'est une réponse. C'est-à-dire vous avez le récepteur de l'adrénaline. À la fin, qu'est-ce que vous allez obtenir comme réponse? Une entrée du calcium. Il y a une réponse métabolique. Donc là, vous avez une modification de l'état fonctionnel, généralement phosphorylation avec interaction avec un second messager. Donc une réponse métabolique, donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez, par exemple, cette hormone, elle va activer ou inhiber telle protéine. Et vous avez une réponse transcriptionnelle. Une réponse transcriptionnelle, donc là, c'est une modulation génétique. Vous allez moduler les facteurs de transcription. Donc, vous avez, donc là, c'est la durée pour telle ou telle réponse. Donc, vous avez, pour la réponse électrophysiologique, elle est rapide. Pour la réponse métabolique, elle peut durer quelques minutes. Et pour la réponse transcriptionnelle, elle peut durer, donc, voire même quelques jours. Monsieur. Parfait, hein? Parfait.
Donc, s'il vous plaît, pour une réponse, les types de réponses, c'est que soit vous avez une réponse électrophysiologique, donc là, généralement, c'est le récepteur canaux, ou là, les récepteurs couplés aux protéines G, mais liés aussi à des canaux. Donc, par la suite, vous avez soit une entrée de tel ou tel cation, par exemple, ou tel ion. La réponse métabolique, c'est que vous avez une activation ou bien inhibition de telle ou telle protéine. La réponse transcriptionnelle, elle peut durer parfois quelques jours, c'est que cette réponse, vous avez modulé la synthèse de cette protéine. C'est-à-dire, vous allez augmenter la synthèse, c'est-à-dire la quantité de la protéine. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on entend toujours parler du mot induction enzymatique et d'activation enzymatique. Donc, l'activation, c'est-à-dire ou la inhibition, activation ou inhibition, c'est-à-dire vous allez moduler l'activité de telle enzyme. Est-ce que c'est clair? Donc je reste dans l'exemple du glycogène synthase ou bien de la glycogène phosphorylase. Donc le glucagon ou même l'insuline, ils vont soit activer ou inhiber les enzymes de synthèse du glycogène. Par contre, l'induction, c'est-à-dire vous allez moduler génétiquement par les facteurs de transcription et vous allez augmenter la quantité d'enzymes. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire l'enzyme, comme au lieu que vous avez 2 enzymes par exemple, vous avez 10 enzymes. Vous allez moduler la quantité de synthèse de cette enzyme. Et donc là, c'est par modification de l'expression génétique. Par contre, l'activation, c'est ce qu'on va voir, c'est les cascades de phosphorylation et déphosphorylation. Je pense que vous avez fait déjà le métabolisme du glucose, qui est la régulation. Toujours l'enzyme, à l'état phosphorylé, elle est active, à l'état déphosphorylé, elle est inactive. Vous avez déjà fait ça. Justement, c'est-à-dire ce mécanisme ou bien ces cascades vont par la suite, le résultat, c'est que soit on va activer ou bien inhiber telle ou telle enzyme. Est-ce que c'est clair? On commence par la première enzyme qui est le récepteur couplé aux protéines G. Donc ainsi appelé par leur capacité de couplage à des protéines G. Donc vous avez un récepteur, vous avez en plus une protéine G. Ensuite, vous avez cette interaction entre la protéine G et le récepteur on va dire, moduler l'effecteur primaire qui va libérer un second message. Donc là, c'est les différences d'un tableau. Donc vous n'êtes pas obligé c'est-à-dire c'est juste pour vous. Donc exemple d'hormones qui agissent par le récepteur couplé aux protéines G, parce que c'est une classe qui est énorme. La majorité, on va dire, la majorité des hormones interagissent via cette cascade de signalisation. Donc vous avez l'acétylcholine, les catécholamines, etc. Vous avez la TRH, vous avez le glucagon, l'ocytocine, etc. Vous avez la TSH, la LH, etc. Et vous avez même des agents sensoriels tels que la vitamine A, ou ce qu'on appelle le rétinol. Maintenant, on passe aux composants des récepteurs couplés aux protéines G. Donc, vous avez un récepteur, une protéine G et un effecteur. Donc, voilà la structure d'un récepteur couplé à la protéine G. Donc, c'est un récepteur. Veuillez m'excuser, mais c'est mentionné dans votre programme. Essayez de suivre parce que c'est important. Donc, pour le récepteur couplé aux protéines G, donc c'est un récepteur transmembranaire formé de 7 segments transmembranaires. Donc vous voyez, il y a 7 segments transmembranaires avec une partie N-terminale qui est extracellulaire. Par contre, la partie C-terminale, elle est intracellulaire. Donc, c'est à peu près le récepteur, il est comme ça. Mais en réalité, le récepteur, il s'organise de telle façon. Donc, c'est un récepteur à 7. D'ailleurs, certains ouvrages ne les appellent pas les récepteurs couplés aux protéines G. Il y a certains ouvrages qui les appellent récepteurs à 7 domaines transmembranaires. D'accord? Donc, ils sont formés de 7 domaines. Donc, essayez de voir comment ils se structurent ces domaines. C'est 7 domaines. Ensuite, donc, ces récepteurs, donc, ils sont appelés récepteurs couplés à la protéine G. Donc, toujours à côté de ce récepteur se trouve la protéine G. La protéine G, c'est une protéine elle est trimérique.
elle est formée de 3 sous-unités, alpha, bêta et gamma. D'accord? Et la sous-unité alpha, elle est toujours liée à une molécule de GDP. D'accord? Donc, pour ce qu'il faut retenir, un récepteur couplé aux protéines G, vous avez un récepteur à 7 domaines transmembranaires. Et à côté, vous trouvez, donc vous voyez qu'ils ne sont pas liés. C'est juste à côté. Donc, vous avez une protéine G, d'accord, qui est formée de 3 sous-unités, alpha, bêta et gamma. Et toujours la sous-unité alpha est liée à une molécule GDP. Lorsque la protéine G se trouve sous cet état-là, elle est à l'état inactif. D'accord? Maintenant, supposons que vous avez votre hormone. Donc, exemple d'hormone, le glucagon, la TSH, etc. Donc, vous avez plusieurs hormones qui agissent via ce mécanisme. Donc, vous avez la TSH, elle va, justement, on reste dans l'exemple de la TSH. Normalement, son récepteur HADA, il est situé au niveau membranaire, ça c'est clair. Mais au niveau de quel tissu? De la glande thyroïde. Voilà. La TSH, par exemple, elle est libérée par l'hypophyse, par exactement les cellules thyriotropes de l'hypophyse. Elle va être libérée dans la circulation sanguine pour aller à la glande thyroïde. C'est à la surface de la glande thyroïde que se trouve son récepteur. Est-ce que c'est clair? Donc, si on reste dans l'exemple de la TSH, elle va se fixer sur son récepteur. Donc, qu'est-ce qui s'effectue par la suite? Donc, normalement, la protéine, ou bien la protéine G, donc vous voyez la structure. Donc, une fois il y a ce stimulus, elle va libérer le GDP. Donc, essayez de suivre, s'il vous plaît, sur le schéma. Donc, elle va libérer le GDP et elle va l'échanger par une molécule de GTP. D'accord? Une fois la sous-unité alpha est liée à la sous-unité alpha, donc il y aura la dissociation de l'alpha des 2 sous-unités bêta et gamma. D'accord? Cette alpha liée à la GTP, elle est active. Maintenant, elle est active, elle va activer un effecteur qui va libérer le second messager. Est-ce que c'est clair? Donc, pour les protéines G, sont des interrupteurs moléculaires des voies de signalisation dont les états actifs et inactifs dépendent de la liaison du GTP. Parce que c'est des interrupteurs. Donc, vous avez la sous-unité alpha, ou la protéine G, c'est-à-dire certains ouvrages utilisent le terme d'interrupteur, c'est-à-dire si elles sont liées à une molécule de GDP, elles sont inactives. Une fois, c'est comme si on les a allumées, une fois qu'elle associe une molécule de GTP, elle devient active. On continue par la suite. Donc, vous avez la chaîne, c'est pas la peine, c'est-à-dire la chaîne alpha, elle est membranaire, elle fixe et hydrolyse le GTP, liaison au récepteur, et en plus de ça, elle se lie aux effecteurs, et en même temps, elle se lie aux chaînes bêta et gamma. Donc là, c'est pas important. Donc là, c'est les différents effecteurs selon les types de sous-unités alpha. Il y a la alpha S, il y a la alpha I, etc. Donc, si par exemple le glucagon, il va stimuler l'adénylcyclase. Par exemple, il y a d'autres hormones qui peuvent inhiber l'adénylcyclase, etc. Voilà, donc là, c'est les différents effecteurs. On continue avec les effecteurs, qui est la voie de transduction de l'AMP cyclique. Voilà, on reste dans l'exemple. Juste on répète, l'adénylcyclase. Donc, votre hormone qui est, la TSH par exemple, elle se fixe sur son récepteur. Essayez de participer. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui va s'effectuer par la suite? Échange GDP-GTP. Donc, dissociation de la sous-unité alpha des 2 sous-unités bêta et gamma. La sous-unité alpha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se fixer sur son effecteur, qui est dans ce cas-là l'adénylcyclase. L'adénylcyclase, c'est une enzyme membranaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va hydrolyser l'ATP en AMP cyclique.
avec libération du pyrophosphate. L'AMP cyclique, c'est le second messager. Donc là, si on revient sur la cascade de signalisation, vous avez le ligand, vous avez le récepteur, vous avez l'effecteur qui est l'adénylate cyclase. Bon, la sous-unité alpha, c'est une protéine adaptrice. D'accord? Ensuite, vous avez l'effecteur qui va libérer le second messager. Le second messager, c'est l'AMP cyclique. L'AMP cyclique, il va agir sur un autre effecteur qui est la protéine kinase A. La protéine kinase A, donc, essayez de voir la structure. Elle est formée de 4 sous-unités, 2 sous-unités catalytiques et 2 sous-unités régulatrices. Ensuite, une fois l'AMP cyclique, donc chaque protéine kinase A, elle fixe 4 molécules d'AMP cyclique. Donc vous aurez la dissociation des sous-unités catalytiques. Les sous-unités catalytiques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont phosphoryler les différentes enzymes. Est-ce que c'est clair? Donc je vais vous donner des exemples. Voilà, donc là c'est juste la réaction d'ATP. C'est juste pour vous. Vous n'êtes pas censé de connaître les structures chimiques, etc. L'adénylate cyclase hydrolyse l'ATP en AMP cyclique avec libération. Voilà, donc là, la protéine kinase, c'est une protéine kinase. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va phosphoryler les différentes enzymes de régulation. Je vais revenir sur alors. Pour le cas du glucagon, par exemple, j'ai pris l'exemple du glucagon. Donc le glucagon, qu'est-ce qu'il fait? Il se fixe sur son récepteur. Ensuite, échange GDP-GTP, dissociation, fixation de l'alpha hélique. Ensuite, l'adénylate cyclase, qu'est-ce qu'elle fait? Hydrolyse l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique va se fixer sur la protéine kinase pour libérer les 2 sous-unités catalytiques. Les sous-unités catalytiques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont phosphoryler les enzymes. Je vais revenir. Qu'est-ce qu'elle fait, la protéine kinase? Donc, le glucagon, c'est quoi? C'est quoi comme hormone? Hormone hyperglycémiante. Donc, sur le plan glycogène, normalement, il y aura stimulation de la synthèse du glycogène. Non, au contraire. Le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Donc, normalement, elle va dégrader au maximum le glycogène pour avoir le maximum de glucose et elle va freiner la synthèse du glycogène. Est-ce que c'est clair? Donc, essayez de voir, elle va phosphoryler une enzyme qui est la glycogène synthase et la rendre inactive. Et en même temps, elle va phosphoryler la glycogène phosphorylase et donc elle va stimuler la dégradation du glycogène. Est-ce que c'est clair? Le métabolisme c'est-à-dire du glucose ou là le métabolisme du glycogène. Les 2 enzymes de régulation qui sont la glycogène synthase et la glycogène phosphorylase. Il est activé, l'autre il est inactivé parce que l'autre il est phosphorylé, l'autre il est déphosphorylé. La glycogène synthase, c'est une enzyme qui trouve à l'état déphosphorylé, elle est active. Lorsqu'elle est à l'état phosphorylée, elle est inactive. L'inverse de la glycogène phosphorylase, à l'état phosphorylé, elle est active, à l'état déphosphorylé, elle est inactive. Donc, le glucagon, c'est une hormone qui est hyperglycémiante, elle va arrêter la synthèse du glycogène. Donc, automatiquement, il y aura une phosphorylation de la glycogène synthase et vous avez une phosphorylation de la glycogène phosphorylase et donc vous avez une stimulation de la dégradation du glycogène. Est-ce que c'est clair? Lorsqu'on va voir le cas de l'insuline, quoique ce n'est pas un mécanisme par le récepteur, s'il vous plaît, un mécanisme par le récepteur couplé aux protéines G, c'est un autre type de récepteur, mais l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'inverse, elle va stimuler cette phosphatase, donc en quelque sorte, elle va stimuler cette glycogène synthase et elle va inhiber la glycogène phosphorylase. C'est-à-dire que la deuxième réaction, elle est en réalité activée par l'insuline. Est-ce que c'est clair?
Voilà, donc les réactions qui le métabolisme. Toujours, ils me donnent l'état phosphorylé, déphosphorylé. C'est cette protéine kinase 1 qui phosphoryle ou déphosphoryle l'effecteur comme responsable de la réponse. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Donc là, c'est un exemple où l'effecteur, dans ce cas-là, est métabolique. La réponse, dans ce cas-là, elle est métabolique. On va prendre un autre exemple où l'effecteur, ou bien la réponse, elle est électrophysiologique. Donc, on prend le cas de l'adrénaline. L'adrénaline, s'il vous plaît. L'adrénaline, donc elle a un récepteur. La même chose, c'est le même mécanisme d'action, sauf que la protéine kinase A, qui est libérée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va phosphoryler un canal calcique. D'accord? Le canal calcique à l'état déphosphorylé, il est fermé. À l'état phosphorylé, il est ouvert. Il va permettre l'entrée du calcium et donc elle va favoriser la contractilité musculaire. Est-ce que c'est clair? Donc là, dans ce cas-là, c'est une réponse électrophysiologique. Voilà. Maintenant, on reste toujours dans le cas du glucagon, ou parfois la réponse, je goûte comme la troisième réponse, la réponse transcriptionnelle. Les trois messieurs au fond. Vous nous gênez, s'il vous plaît. Alors, le troisième type de réponse, c'est la réponse transcriptionnelle. Et cette réponse, elle peut durer, j'ai dit, quelques jours. Donc, la protéine kinase 1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut entrer dans le noyau et elle va phosphoryler des facteurs de transcription et va augmenter la synthèse d'une enzyme qui est, par exemple, la phosphoénol pyruvate carboxyl kinase. C'est une enzyme clé de la néoglucogénèse. C'est-à-dire la synthèse, par exemple, quand elle s'effectue à une vitesse, le glucagon, il va augmenter cette enzyme, la synthèse, la quantité de cette enzyme. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire le glucagon, il ne va pas l'activer. Au contraire, il va induire la synthèse de cette enzyme. L'enzyme, c'est une enzyme donc, de la néoglucogénèse. Parce que nous avons le glucose, le métabolisme glucidique. Donc, c'est-à-dire l'idéal, c'est à la fin, vous devez obtenir un taux du glucose sanguin qui est augmenté. L'organisme, il va agir sur plusieurs voies. Donc, sur la synthèse du glycogène, mais aussi sur la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, bon, c'est faux comme phrase, c'est la voie inverse de la glycolyse. C'est une voie de synthèse du glucose. Est-ce que c'est clair? Donc, il va stimuler en quelque sorte la synthèse du glucose par induction de la synthèse du protéine. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Voilà. Maintenant, donc, juste pour vous montrer que parfois, il y a certains hormones qui vont inhiber, c'est-à-dire s'ils stimulent la alpha-inhibitrice, il y aura un arrêt de cette cascade de signalisation. Est-ce que c'est clair? Donc, juste vous avez arrêt, c'est-à-dire la réaction, elle s'arrête après fixation du ligand. Et justement, actuellement, certains médicaments, dans le cas ils sont, c'est-à-dire c'est des médicaments qui en quelque sorte entrent en compétition avec l'hormone thyroïde. Il va saturer le récepteur et en quelque sorte, il va, c'est-à-dire arrêter toute la cascade de signalisation. Voilà. On passe maintenant à la deuxième voie, c'est une voie qui est importante. C'est la voie des phosphoinositides. Est-ce que c'est clair pour la voie de l'AMP cyclique? Normalement, on sait. Bon, s'il vous plaît. La voie des phosphoinositides, donc c'est sous l'action des phospholipases. Donc là, vous avez la structure d'un phospholipide. La phospholipase C, exactement la phospholipase C, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va hydrolyser. Donc, essayez de voir le site d'hydrolyse de la phospholipase C. S'il vous plaît. La phospholipase C, donc, elle libère un ester phosphate et elle va libérer le 1,2-diacylglycérol.
Donc, la voie de la phospholipase C, c'est un autre type d'effecteur. Là, on a pris la dénilacyclase. La deuxième voie, c'est la phospholipase C. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, vous avez certaines hormones se fixent sur son récepteur couplé à la protéine G. La même chose, donc vous avez la réaction, je ne vais pas la refaire, donc dissociation GDP, GTP, etc. Ensuite, vous avez la sous-unité alpha, donc plus exactement alpha Q, elle va stimuler, dans ce cas-là, pas la dénilacyclase, mais la phospholipase C. D'accord? La phospholipase C, qu'est-ce qu'elle fait? Tout phospholipide, elle va l'hydrolyser. C'est quand tu fais un phospholipide membranaire, elle va l'hydrolyser, elle va libérer, je vous le point de l'hydrolyse, elle va libérer un phosphate, ester de phosphate, on va voir c'est l'IP3, et elle va libérer le 1,2-diacylglycérol, le DAG, c'est ce qu'on appelle le DAG. Dans ce cas-là, les deux seconds messagers, ce n'est pas la MP cyclique, vous avez dans ce cas-là deux seconds messagers. Vous avez l'IP3 et le DAG. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc là, c'est le mécanisme réactionnel. Ensuite, donc vous avez, s'il vous plaît, donc l'IP3. Donc si le phospholipide est appelé le PIP2, il va donc libérer le DAG et l'IP3. Donc l'IP3, qu'est-ce qu'il fait et le DAG, qu'est-ce qu'il fait? Donc toujours, les actions de DAG et de l'IP3 sont complémentaires, mais celle de l'IP3, elle précède celle de DAG. Donc vous avez des récepteurs spécifiques d'IP3, donc je vais expliquer ça sur le schéma. Vous avez des canaux calciques qui sont présents dans les membranes des organelles cellulaires stockant le calcium, qui s'ouvrent et libèrent le calcium dans le cytoplasme. Ensuite, le calcium, il se fixe sur la protéine kinase C, qui va être transloquée vers la membrane, où elle devient accessible au DAG, qui est son ligand activateur. Donc, je vais expliquer rapidement sur le schéma. Donc, vous avez libération de l'IP3. L'IP3, qu'est-ce qu'il fait? Il va se fixer sur des canaux calciques, des organelles, donc le réticulum endoplasmique ou bien les calciosomes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va libérer la sortie du calcium. Est-ce que c'est clair? Ensuite, le calcium, qui est libéré en réalité par l'IP3, il va se fixer sur une protéine kinase C. La protéine kinase C, donc, elle est activée par le DAG et par le calcium induit par l'IP3. C'est-à-dire il y a deux activateurs de la protéine kinase C. Donc, qui est le calcium. La protéine kinase C, à son tour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va phosphoryler des effecteurs. Je répète pour cette voie. La première voie, c'était une protéine, on reste toujours dans les récepteurs couplés aux protéines G. C'est-à-dire, je ne vais pas à chaque fois répéter le premier mécanisme. Vous avez fixation de votre hormone sur le récepteur. Le récepteur, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez la dissociation addict à la sous-unité alpha, etc. La sous-unité alpha, cette fois-ci, elle ne va pas activer la dénilacyclase. Elle va stimuler un autre effecteur qui est la phospholipase C. La phospholipase C, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va hydrolyser des phospholipides et va libérer deux seconds messagers qui sont l'IP3 et le 1,2-diacylglycérol. Pour le schéma BRAC, il est resté parce que c'est une molécule qui est lipophile, c'est-à-dire elle reste ancrée à la membrane. Par contre, l'IP3, il va passer dans le cytosol, il va aller au niveau du réticulum endoplasmique, il va favoriser la sortie du calcium. Est-ce que c'est clair? Ensuite, le calcium avec le DAG vont se fixer sur la protéine kinase C. Et cette protéine kinase C, comme toute kinase, elle va phosphoryler tel ou tel enzyme. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit l'action, ça c'est important. L'action de l'IP3, elle précède toujours celle du DAG. Elle précède toujours celle-là. Parce que c'est elle qui favorise la sortie du calcium. D'accord?
Ensuite, la protéine kinase C, elle va activer des protéines ou les inhiber en les phosphorylant. Elle va activer la voie des MAP kinase et elle va activer également des facteurs de transcription. Donc, plusieurs facteurs de transcription. Est-ce que c'est clair? Voilà. On passe maintenant au calcium messager intracellulaire. Donc, le calcium, il faut aussi retenir qu'il y a certaines protéines qui sont calcium dépendantes, c'est-à-dire le calcium en lui-même, c'est un second messager. Il peut activer la protéine kinase C avec le DAG. Mais il y a certaines protéines qui sont activées par le calcium. Donc, vous avez la calmoduline et la phospholipase C delta. D'accord? Donc, vous avez ensuite plusieurs voies. Donc là, j'étais obligée de les citer, c'est-à-dire ils sont mentionnés dans les objectifs, de citer les différentes voies de signalisation. Donc, vous avez la CAM kinase, la calmoduline kinase. Vous avez les canaux ioniques, c'est-à-dire certains canaux ioniques sont modulés par le calcium. D'accord? Le calcium lui-même peut activer ou bien inhiber certains canaux ioniques et il y a certains facteurs de transcription tels que le facteur de transcription CREB. Voilà. Il y a également, donc je vais les citer aussi, la voie de la phospholipase A2 et la voie du GMP cyclique. La voie du GMP cyclique, c'est la voie de la vitamine A, du rétinol. Le rétinol, c'est-à-dire c'est le mécanisme de la vision. Le mécanisme de la vision, en réalité, c'est par l'élaboration d'un second messager qui est le GMP cyclique. C'est-à-dire, dans votre programme, on est obligé de détailler la première voie, qui est la voie de l'AMP cyclique, et la voie des deux, le DAG et l'IP3. Le reste, il faut les citer. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, on peut vous dire quelles sont les voies de signalisation, là, par exemple, quelles sont les voies de signalisation engendrées par les récepteurs couplés aux protéines G. Je peux citer le GMP cyclique, je peux citer la phospholipase A. On passe maintenant à une autre classe de récepteurs, c'est les récepteurs enzymatiques. Les récepteurs enzymatiques, donc là, c'est les récepteurs de l'insuline. L'insuline, c'est-à-dire, l'insuline, son mécanisme, c'est des récepteurs enzymatiques. Alors, vous avez les récepteurs enzymes, s'il vous plaît. Donc, il y a les récepteurs qui sont proprement enzymes, proprement ont une activité enzymatique, et il y a des récepteurs qui sont couplés à des enzymes. Donc, il y a plusieurs récepteurs, il y a les récepteurs tyrosine kinase, sérine thréonine kinase, etc. Donc, c'est des récepteurs. Toute l'activité qui est la dénilacyclase ou la phospholipase C. À la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une protéine kinase qui est activée, que ce soit la protéine kinase A ou la protéine kinase C. Dans ce cas-là, non, c'est l'enzyme qui a une activité kinase. D'accord? Sauf qu'elle ne peut pas activer directement les effecteurs, elle doit passer par une série d'adaptateurs. Donc voilà, c'est des enzymes, c'est des récepteurs membranaires à activité tyrosine kinase intrinsèque. Voilà. Donc elle a toute protéine, elle a des résidus tyrosine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va phosphoryler ces tyrosines. Voilà. Donc là, c'est la structure des récepteurs, par exemple, de l'insuline. Donc les récepteurs de l'insuline, sauf que il existe sous forme dimérique. Donc il a une partie extracellulaire, une partie transmembranaire, une partie intracellulaire. La partie intracellulaire, toujours, vous trouvez des résidus tyrosine. Elle a été appelée récepteur tyrosine kinase. Une fois l'insuline elle est fixée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va phosphoryler ses propres tyrosines. Donc, tyrosine kinase, donc là c'est un récepteur qui est à l'état inactif. Voilà. Donc pour ce type de récepteur, donc vous avez les hormones, j'ai pris le cas de l'insuline. Comme facteur de croissance, l'IGBIL, elle m'a posé la question, l'IGF-1, c'est un facteur de croissance en réalité synthétisé par le foie, mais qui a une activité, bon c'est pas une activité, mais le mode de signalisation, il est similaire à celui de l'insuline. C'est-à-dire c'est le premier facteur de croissance qui a été découvert, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé insuline-like growth factor.
C'est-à-dire, il a une structure, bon, c'est pas une structure, mais le récepteur taou, il a une structure similaire à celui de l'insuline. Voilà, donc là, c'est l'insuline, donc tous les facteurs de croissance, leur récepteur, c'est un récepteur tyrosine kinase. Une petite remarque, c'est que tous les récepteurs des autres facteurs de croissance existent à l'état monomérique. Sauf l'insuline, même à l'état inactif, il est dimérique. Ça, c'est très important. L'insuline, c'est-à-dire à l'état inactif, il est dimérique. Contrairement aux autres facteurs de croissance, il est monomérique. Je regarde le schéma. Les autres facteurs de croissance, il est monomérique. Lorsqu'il y a une liaison du facteur de croissance, s'effectue la dimérisation. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc la liaison du ligand entraîne la dimérisation, sauf, je dis bien, sauf le récepteur à insuline qui est déjà à l'état dimérisé. Donc la dimérisation entraîne l'autophosphorylation et certaines tyrosines aussi sont entourées, sont phosphorylées. Est-ce que c'est clair? Donc une fois, donc voilà, vous avez votre récepteur monomérique, mais c'est-à-dire qui est séparé. Après fixation du récepteur, du ligand plutôt, s'effectue la dimérisation, sauf pour l'insuline. Je dis bien, sauf pour l'insuline qui existe déjà à l'état dimérisé. Voilà, une fois s'effectue la dimérisation, il y aura une phosphorylation de ces résidus tyrosines intracellulaires. Donc vous voyez, vous avez des tyrosines phosphorylées. Ces tyrosines vont en quelque sorte attirer des protéines d'adaptation. Voilà. Donc en quelque sorte, elle va attirer des protéines d'adaptation. Voilà. Parmi ces protéines d'adaptation, vous avez la voie RAS, vous avez la voie du PI3 kinase et la phospholipase C gamma. Voilà. Donc vous avez une succession de la protéine RAS, elle ressemble à la protéine GTP. D'ailleurs, c'est la même famille, la protéine G plutôt. C'est la même famille de la protéine G, c'est-à-dire à l'état inactif, elle est liée à une molécule de GTP. Une fois, c'est-à-dire elle se lie à une molécule de GTP, elle devient une molécule active. Voilà. Donc on va prendre le cas de la voie des MAP kinase. C'est une voie qui est importante parce que c'est la voie de l'insuline. Alors, pour la voie de l'insuline, je vais m'arrêter sur cette voie. Donc, pour l'insuline, donc, s'il vous plaît, c'est une voie qui est très importante et d'ailleurs, actuellement, les traitements sont basés sur cette voie. C'est-à-dire, ils essayent de trouver comment arrêter, par exemple, telle ou telle voie. D'accord? Pour l'insuline, donc l'insuline, elle se fixe sur son récepteur. Qu'est-ce qui va s'effectuer par la suite? Phosphorylation des tyrosines. C'est une autophosphorylation. C'est pour ça qu'on l'appelle des récepteurs à activité enzymatique. C'est des récepteurs enzymes. Ensuite, ces résidus phosphorylés, qu'est-ce qu'ils vont attirer des protéines adaptatrices. Parmi ces protéines, vous avez la protéine RAS. Donc la protéine RAS, donc c'est comme la protéine G à peu près, j'ai dit. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va activer la voie des MAP kinases. Donc d'ailleurs, vous avez la voie des MAP kinase. C'est-à-dire vous trouvez cette appellation MAP 3K, MAP 2K et MAP une seule K. Ensuite, donc elle va phosphoryler les MAP kinase qui va se transformer en MAP kinase, les MAP KK. Ensuite les MAP K. À la fin, c'est les MAPK qui vont agir sur les enzymes qui la glycogène synthase et la glycogène phosphorylase. Donc vous voyez que le mécanisme, il est assez complexe. C'est soit activé, soit inactivé, mais en réalité, c'est toute une cascade de signalisation. Donc, pour l'insuline, s'il vous plaît, essayez de suivre.
L'insuline, c'est un cas très important. Donc, vous avez l'insuline, elle se fixe sur son récepteur déjà dimérisé, elle va phosphoryler, subir une autophosphorylation, ensuite elle va attirer des protéines adaptatrices qui sont l'IRS1, GRB2, etc. Vous n'êtes pas censé c'est-à-dire l'essentiel, c'est de comprendre qu'il s'agit de protéines adaptatrices. Ensuite, vous aurez une activation de la protéine RAS. La protéine RAS, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va phosphoryler les MAP kinases, etc. La MAP kinase, qu'est-ce qu'elle fait? L'effecteur final, c'est la MAP kinase. Est-ce que c'est clair? La MAP kinase, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle va agir sur la protéine phosphatase. Et c'est pas ça. S'il vous plaît, la MAP kinase finale, c'est-à-dire la MAP kinase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va phosphoryler une phosphatase. La phosphatase, c'est la réaction parce que l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Non, sur le plan glycogène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va stimuler la synthèse du glycogène, freiner la dégradation du glycogène. Alors, elle va stimuler, c'est-à-dire par la fin, on aura par cette succession de réactions, elle va stimuler cette phosphatase. La phosphatase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transformer la glycogène synthase de l'état inactif vers l'état actif. Donc, elle va stimuler la synthèse du glycogène et elle va déphosphoryler plutôt la glycogène phosphorylase et elle va la rendre inactive. Donc, elle va stimuler la synthèse du glycogène, freiner la dégradation du glycogène. Est-ce que c'est clair? Également, donc une chose importante, cette protéine, c'est-à-dire cette protéine, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, la protéine kinase B, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va entraîner la translocation, essayez de voir, du récepteur du glucose. Après le glucose, c'est-à-dire au niveau des cellules, surtout musculaires et hépatiques, il a des récepteurs. Et c'est l'insuline qui stimule cette ouverture, mais en réalité, cette translocation des récepteurs du niveau cytosolique vers c'est-à-dire vers le niveau, on va dire, membranaire. Donc, imaginez dans le cas des diabétiques, surtout les diabétiques 1, donc il y a un arrêt d'insuline, il y a un arrêt de toutes ces voies, et en plus de ça, vous avez un blocage de la translocation des récepteurs du glucose. C'est pour ça que le glucose, il va rester, c'est-à-dire au niveau sanguin, il ne va pas entrer dans les cellules. Parce que l'insuline, elle favorise, c'est-à-dire non seulement elle agit sur le métabolisme, mais elle agit directement en favorisant l'entrée du glucose au niveau tissulaire. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc là, donc on va s'arrêter aujourd'hui sur cette voie.